19h, Yarana, merci de nous rejoindre. Voici les titres de ce journal. L'Agence nationale de sécurité du médicament alerte sur les comprimés contre le rhume en vente libre dans les pharmacies. En Polynésie, impossible déjà de s'en procurer sans prescription médicale. Les explications dans un instant. La grève s'essouffle-t-elle à l'OPT prescription médicale? Les explications dans un instant. La grève s'essouffle-t-elle à voir? Une construction illégale mise en cause dans la noyade de Papara. Après ce drame, la commune décide de faire retirer la buse installée sans autorisation. C'est l'histoire d'une poignée d'îles. Hommes et dieux y sont arrivés en pirogue il y a plus d'1 millier d'années. En souvenir de ces temps immémoriaux, une course est créée. La Hawaii Kinuiva a relié en pirogue 4 îles de l'archipel des îles sous le vent. L'histoire de ce marathon le plus difficile au monde vous est racontée à la fin de cette édition. Ils sont plus dangereux qu'utiles. Je vous parle de ces médicaments destinés à soulager les symptômes du rhume qui vous sont forcément familiers. Actifed, Humex, Rinadvil, Dolirum, ces comprimés sont soupçonnés d'augmenter le risque d'infarctus ou d'AVC. Sur le territoire, leur prescription est obligatoire depuis 2019, initialement pour lutter contre la fabrication clandestine de l'ice. Stéphane Ratino, Jérôme Lee. Au moindre nez bouché, la facilité est souvent d'avoir recours à ces médicaments. Surtout en France où les boîtes sont en accès libre, c'est-à-dire sans ordonnance. Cela devrait changer à l'image de la Polynésie. Nous voici au siège de la RAS, l'autorité sanitaire du pays. Ici, ces médicaments font l'objet d'un encadrement depuis 4 ans. Ils nécessitent une prescription du médecin. Nous avons déjà anticipé la consommation de ces médicaments. En février 2019, nous avons pris un arrêté qui soumet à la prescription ces médicaments-là. Qu'est-ce qui vous avait alerté il y a 4 ans déjà? Des données sur les effets secondaires. Dans les cabinets médicaux, cette annonce métropolitaine n'étonne pas. Les médecins connaissent bien la posologie de ces produits. Pour le traitement du rhume, qui part au bout d'une semaine, ils conseillent de se passer de ces médicaments susceptibles de générer des effets secondaires. Chez les gens à risque cardiaque, ça peut aller jusqu'à l'infarctus ou les AVC. Donc c'est des médicaments qui ont été largement utilisés, mais qui ont quand même beaucoup d'effets délétères, donc j'évite de les prescrire. Et à votre avis, pour d'autres raisons, ont-ils été interdits ici On sait très bien que le dérivé, le produit chimique qui est efficace pour la vasoconstriction et qui évite d'avoir le nez bouché, a pu être utilisé à des fins un petit peu détournées pour produire certaines drogues ici dans le pays. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle ça a été mis sur prescription médicale. Face au rhume, chacun a ses recettes. Ces médicaments ne sont pas forcément en haut de la liste. D'ailleurs, la plupart des citoyens ignorent leur nom. Le rhume, ils le gèrent plutôt de manière empirique. Je bois du whisky, ou sinon je viens à la pharmacie chercher du Doliprane. Tu prends du médicament ou tu fais parfois aussi de la médecine traditionnelle? Ouais, je bois aussi le Raoult Haiti. T'as jamais de rhume? Non. C'est quoi le secret? Prendre soin de soi. Voilà, c'est ça. C'est juste ça. Donc tu prends jamais de médicaments? Non, j'aime pas les cacher, tout ce qui est pharmaceutique. À l'image de la Polynésie, la France laissera désormais les médecins prescrire ces médicaments au nom du principe de précaution. Le nombre de grévistes diminue un peu à l'OPT en grève depuis jeudi dernier. 32% seulement des salariés sont à l'arrêt. S'il n'est pas possible pour le moment de retirer un recommandé, tous les services fonctionnent normalement, côté postal comme côté internet ou centre de tri. On voit cela avec Natacha Silagi et Patita Savia. Les clients de l'OPT sont-ils victimes de la grève? Pas vraiment, sauf quand il s'agit de retirer lettres ou colis recommandés. Pour récupérer les courriers de France, il faut attendre que la grève termine. Comme je l'ai dit, l'année prochaine, alors je ne sais pas. Je ne crois pas, puisqu'on est là, tout est ouvert. Il n'y a rien qui est fermé pour moi. J'attends un peu plus, il y a beaucoup de monde, mais je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent. Actuellement, il n'y a pas trop de monde, il n'y a pas trop d'attente, donc pour moi, la grève ne présente aucun problème. Ici, le courrier arrive par kilo. Au total, 35 tonnes de lettres et colis à l'import et à l'export par mois transitent au centre de tri, hub du courrier en Polynésie. 20 employés en grève sur 48. Cadres et agents administratifs sont venus en renfort. Vous avez 40% de grévistes ici. On s'en sort quand même? Oui, on a effectivement 40% de grévistes. Malgré tout, on arrive à écouler le courrier qui est arrivé de l'international, qui arrive des îles, qui arrive des bureaux de poste. Donc on a fait en sorte que le centre de tri puisse tourner correctement. À peine 24 ou 48 heures de retard pour l'envoi et le tri du courrier, mais une surcharge pour le personnel non gréviste.
Effectivement, il y a une surcharge. On est conscient. On essaie quand même de maintenir l'activité. Donc c'est un équilibre à trouver justement entre la surcharge de travail et le fait de pouvoir justement préserver les effectifs non grévistes. Autre service touché, celui du siège de Farerata à Papeete. 70% de grévistes, une dizaine d'employés seulement à leur poste. Du timbre à Internet en passant par les chaînes câblées, le service est maintenu malgré tout. On arrive, quoi qu'il en soit, à se dépatouiller, à chercher à droite, à gauche, mais on y arrive, comme vous pouvez le constater aujourd'hui. Les clients sont là avec nos guichetiers qui sont prêts à servir la population. Entre 30 et 35% de grévistes depuis le début du conflit. Direction et syndicats doivent se retrouver pour discuter encore des 3 statuts prévus pour les 3 sociétés du groupe. Et 5 bureaux de poste sont toujours fermés à Pir'e, Mahina, Hitia, Papara et Mharipa. Et eux perdent purement et simplement leur emploi. Les 64 employés des Sofitel Burabura sont sur le carreau après la décision du tribunal mixte du commerce de liquider les 2 hôtels, une information relatée par Tahiti Info. Alors qu'ils devaient être repris par le groupe royal dirigé par Christina Oroa, la cour d'appel a chamboulé le processus. On écoute la déléguée syndicale de Ouet-Ouerima, Tita Vaitua, répond à Pierre-Emmanuel Garot. Pour nous, aujourd'hui, le combat n'est pas encore terminé. Parce que vu la décision qui a été prise, il y a des sujets concernant cette décision que nous, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord sur les salaires. Sur nous, ils parlent plutôt de la structure de l'hôtel et non pas des employés de l'hôtel. Parce que nous, il faut qu'on nous rende nos dus. Les efforts que nous avons donnés dans cet hôtel, il faut qu'on nous paye. On veut juste notre indemnisation. Concernant la structure, ça, c'est pas notre problème. Parce que là, ils sont là à parler juste pour la structure et non pas de l'employé, de tous les employés, de tous les salariés. C'est ça un peu le problème que nous on a en ce moment. On veut juste ça, nous indemniser jusqu'à la dernière centime. Maintenant, ça fait 3 ans quand même qu'on ne travaille plus. On a juste demandé qu'on nous rémunère, qu'on nous indemnise, point. Les salariés projettent de faire appel de la décision pour obtenir des indemnités de licenciement, rappelant que les établissements hôteliers étaient inoccupés depuis mars 2020. Son départ brutal a suscité l'émoi de la communauté. Samedi dernier, une petite fille de 8 ans s'est retrouvée bloquée dans une buse après avoir été emportée par le courant de la rivière. Elle est décédée. Imprudence, négligence, la faute est-elle partagée entre la famille et les propriétaires d'une construction sauvage ou des pouvoirs communaux? Ce décès fait en tout cas bouger les lignes dans la commune. Ismaël Tahiata et Hubert Liao se sont rendus sur place. Derrière cette rivière asséchée se cache une meurtrière. 3 jours de pluie seulement ont suffi pour la démasquer. La rivière qu'il y a chez nous, elle est dangereuse. Parce que quand ça casse, quand il pleut fort, quand la rivière vient, elle peut emporter nos enfants. Alors, du coup, on essaye de mettre un paramètre de sécurité pour les enfants, pour chaque parent. Et voilà que ça s'est produit ce drame. La rivière avait une complice, une construction sauvage en ciment servant de voie d'accès à la propriété d'en face. En dessous, une buse censée faciliter le passage de l'eau. D'après le papa, sa fille était restée bloquée dans le petit tuyau qui se trouve derrière nous. Il a essayé de retirer sa fille, il n'a pas pu retirer tout de suite parce qu'il y avait quand même des encombrants qui étaient par-dessus sa fille. Le maire de Papara a tranché. Il faut retirer cette voie d'accès artisanale à tout prix, voire engager un projet de construction plus sûr. Enlever ce qu'on a mis déjà en place. C'est pas la commune. C'est pas aussi l'équipement. Non, ni. C'est qui alors? Je ne sais pas qui, mais ce n'est pas la commune, ni le pays. Il faut faire les travaux en urgence. Alors, avec l'appui de l'aide, on va frapper avec l'aide du pays et de la commune. Jamais la commune de Papara n'aura autant été ébranlée. Une enquête a été ouverte par le parquet. Le second drame depuis l'accident mortel de la route du 1er janvier 2023. C'est historique. La journée des Nations Unies est célébrée à Tahiti pour la première fois.
Avec un gouvernement indépendantiste aux commandes du pays, cela ne surprend pas. Et c'est Anthony Géros qui en est à l'initiative. Mais parmi les convives, pas de président du pays. Une absence remarquée et regrettée par le président de la deuxième institution. Moïtei Broderson est en déplacement à Raiatea pour présider demain le Conseil des ministres délocalisé. Le haut-commissaire, lui, a honoré l'invitation pour parler de la paix à l'heure où des conflits ébranlent des sociétés. Un geste salué et remercié cette fois. La levée du drapeau de l'ONU est un symbole pour le président de l'Assemblée. Il répond à Jérôme Lee. C'est la journée mondiale de l'Organisation des Nations Unies, il ne faut pas se tromper. On est là pour cet événement et l'occasion de cet événement a été pour nous la levée des couleurs et notamment la levée du drapeau de l'ONU pour la première fois officiellement au sein de cette institution et également au sein du CESC et puis de la présidence du pays. Donc c'est une avancée très importante. Ça va permettre aux Polynésiens de se rendre compte qu'il n'y a pas que l'Europe, il y a les 193 pays qui siègent au sein de l'Organisation des Nations Unies et qui œuvrent bien plus que ne le fait l'Europe, mais à l'échelle internationale. Sachez par ailleurs que la commission de décolonisation va officiellement être créée jeudi lors de la 4e séance de la session budgétaire. Des experts sillonnent les vallées des Marquises, celles dont les maires veulent inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ils sont en ce moment même à Hivaoa. Envoyés par le Conseil international des monuments et des sites et l'Union internationale pour la conservation de la nature, les spécialistes ont pour mission de vérifier l'exactitude des éléments présentés dans le dossier de candidature. La mission s'achève le 28 octobre. Et à Nukuhiva, le ministre de l'Éducation promet la construction de nouvel établissement scolaire qui regroupera le second degré. Ronit Ipaya effectue sa première visite de terrain sur la Terre des Hommes. Accompagné du vice-recteur et du directeur de la DG2E, ils ont visité le collège et le CETAD de Teiohae, le premier campus connecté ou encore l'internat des Marquises Nord. Avant de construire, il faudra rénover, dit le ministre. Ronit Ipaya l'a dit à Marie Curva. La première étape, c'est d'abord de rénover pour puisse assurer des conditions d'apprentissage optimales pour les élèves et par la suite peut-être envisager de déplacer le collège sur un autre site, notamment par rapport au niveau de la mer en cas de tsunami, parce que la sécurité, c'est primordial. Ce projet d'envergure a un coût, il est estimé à 300 millions de francs pacifiques. Il s'appelle Duke, il a 1 an et demi et aura la lourde tâche de préserver la dernière île habitée des Marquises, indemne de rats noirs. Le chien détecteur est arrivé de Nouvelle-Zélande pour remplacer Dora, décédée cette année. Pour préserver le lori ultramarin, un oiseau endémique strict de Polynésie et la biodiversité de Uahuka, il a fallu débourser 2 millions de francs pacifiques. Un projet soutenu par la DIREN et l'initiative Kiwa, un programme multi-bailleur qui soutient des solutions fondées sur la nature en faveur de la biodiversité. Chloé Brown, la présidente de l'association Veiku Aitemanu au Uahuka, nous en dit plus au micro de Rowan Poturu. Enfin, notre troisième chien, du coup, puisqu'on avait déjà eu un en 2015, Dora, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Puis on a eu Tip en 2021 et ensuite Duke qu'on accueille aujourd'hui. Enfin, on l'attendait depuis un bon moment. Il sera en renfort de l'équipe déjà existante sur Uahuka et facilitera le travail d'inspection des colis qui arrivent par voie maritime. Avant de nous quitter, cette histoire, celle de la Havaikinuiva. À quelques jours de l'événement, nous ferons chaque soir un clin d'œil à cette course qui associe la pirogue, symbole de la culture polynésienne, aux valeurs fondamentales que sont le courage et l'effort collectif. Elle est née il y a 30 ans et au fil des années, elle a su se tracer un chemin et surtout une place à l'international. Maruki Juri, Patrick Sing Sing. À l'époque, on avait traité les organisateurs de fous. Mais aujourd'hui, plusieurs centaines de rameurs n'attendent que ça. Ils se préparent tout au long de l'année pour cet événement devenu incontournable. Milton Loughlin a participé 16 fois à la Havaikinui. Bilan, 5 victoires sur ce qui est à ses yeux la plus grande course au monde. C'est la plus grande parce qu'à un moment donné, quand on te laisse la possibilité de traverser les îles par la force des bras avec un bras, et c'est ingénieux ça, si on le fait qu'ici. Donc pour moi c'est la plus belle course. C'est la fête du vent, on va dire. C'est la course que tout le monde attend. Donc participer à la Havaikinui, ça reste gravé, je pense.
Vu l'état de la mer, là, le cap le plus droit et le plus intelligent. Car c'est un défi physique et mental avant tout, mais aussi une prouesse maritime. Une traversée en haute mer n'est pas chose aisée et les 3 jours de compétition d'affilée obligent les athlètes à repousser leurs limites. C'était l'ambition avouée dès le départ, hein, c'était d'en faire une grande classique. Je crois que de ce côté-là, nous avons réussi notre pari. Hein, nous avons gagné notre pari et nous avons réussi à faire de Hawaii Nui la plus grande course du monde aujourd'hui. Et l'équipage vainqueur de la Hawaii Nui est considéré comme le meilleur au monde. David Tepava, 8 fois champion au Raromatei, fait partie de ceux qui sont accros à la victoire. Avec Shelva, l'objectif est de confirmer la suprématie et de garnir un peu plus l'armoire à trophées. Même si tu as gagné toute l'année, si tu ne gagnes pas celle-là, c'est pas toi le champion de l'année. Et en plus, c'est arrivé avec nous, c'est pas le même niveau. C'est là où toutes les équipes donnent le maximum pour gagner. Et c'est là où c'est le plus dur. Mais derrière Shell, il y a plus d'une centaine de clubs amateurs et plus d'1 millier de passionnés de VA. La Hawaii Nui est devenue le pèlerinage du rameur, peu importe son niveau. Depuis l'an dernier, l'événement Aere Ra'ye à Bora Bora met aussi à l'honneur les jeunes catégories. On est à 240 VA engagés. Et ceux de Bora Bora, ça n'a rien à voir avec l'équipage de la grande course. Parce qu'aucun rameur de la grande course peut participer à la 4e étape. Donc on voit que c'est bien une nouvelle préparation et l'équipe de la grande course. Cette année encore, la grande fête du VA sera célébrée durant 4 jours. Début des hostilités, mercredi prochain. Cette 30e édition accueillera donc cette année plus de 200 équipages, toutes catégories confondues. C'est un record. Voici l'une des informations phares développées dans cette édition. Alors qu'en France, l'autorité sanitaire part vers un encadrement plus serré de la délivrance des médicaments anti-rhume. En Polynésie, déjà, le pays avait légiféré. La prescription était devenue obligatoire dès 2019. Les effets secondaires avaient convaincu la race. Mais il s'agissait aussi de lutter contre la fabrication clandestine de la méthamphétamine après le démantèlement d'un laboratoire à Papara. Demain, votre émission L'invité café recevra le nouveau président de la fédération Marae-Mo'a. Elle rassemble les comités de Rahui de Polynésie. À sa tête, Clément Vergne. Votre quotidien fait sa une demain sur cette déclaration d'Oscar Temaru qui veut en finir avec l'invasion des métropolitains. Tout de suite après ce journal, vous pourrez assister à la renaissance de la résidence sociale Pufatu à Paea, illuminée par les sprays aérosols de l'artiste argentine Marina Zumi, assistée par l'artiste local Tear y Flor. C'est votre série Art Dreams, puis retrouvez de nouveaux épisodes de la série SWAT. C'est ainsi que se referme ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité, très belle nuit et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet